Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je suis Marion Baziro, journaliste pour Vitisphère, et je suis ravie de vous accueillir en cette fin d'après-midi pour l'avant-dernier webinaire technique de l'année organisé en partenariat avec l'IFV. Après un printemps compliqué, l'été a priori s'annonce plutôt très sec. Donc aujourd'hui, avec deux experts, on a décidé de vous parler irrigation. Donc en gros, pour la faire courte, on va discuter en réglementation, matériel de mesure de la contrainte hydrique, évolution du matériel éventuellement. Je vois que tous les participants ne sont pas arrivés, donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de nous dire dans le chat d'où vous venez et éventuellement quel temps il fait chez vous. Moi, je suis à côté de Montpellier. On a eu de gros orages lundi, mais depuis, c'est plutôt très ensoleillé et il n'y a plus une goutte. Puis voilà, là on est sur GoToWebinar. Si vous êtes perdu dans tous les logiciels de visio, sachez qu'ici, pour chatter ou poser vos questions, il faut aller sur la console à droite, appuyer sur la flèche orange, poser votre question et cliquer sur envoyer. Vous avez aussi la possibilité d'intervenir à l'oral en appuyant sur la main. En revanche, si vous le faites par erreur, ce serait chouette de réappuyer sur la main pour désactiver la demande, sinon ça va être un peu compliqué. Alors, si jamais aussi vous avez des difficultés de son ou d'image, on est là pour vous aider, donc faites-nous signe, toujours dans la partie questions. Alors, on a Catherine qui nous dit qu'il fait bien gris à Bordeaux. Bonjour Catherine. Soyez pas timide. Qui d'autre? Bien gris à Bordeaux, mais je crois qu'il fait assez mauvais. Je crois qu'il fait assez mauvais un peu partout là en ce moment, d'après les échos que j'ai. Il y a peut-être que le sud-sud qui est épargné. Il fait beau à Quincy. Bonjour Anne-Serre. De bonnes nouvelles. Bonjour Léa. Bonjour Léa de Scanopi, à Montpellier aussi. En Bourgogne, il n'arrête pas de pleuvoir, nous dit Frédéric. Aïe. Il n'arrête pas de pleuvoir, cumul de 100 à 150 mm en juin en Bourgogne, nous dit Frédéric. Waouh. Bon, écoutez, je vois que beaucoup de participants arrivent. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on accueille nos deux experts qui vont pouvoir allumer leur caméra. On a Jean-Christophe Payan de l'IFV et on a François Berru de la Chambre d'agriculture du Vaucluse. Bonjour, messieurs. Bonjour Marion. Et c'est Jean-Christophe qui va lancer les hostilités. Alors, vous êtes tous les deux Jean-Christophe est un spécialiste de l'irrigation et François Berru, c'est une question à laquelle vous êtes confrontés également assez souvent. Et Jean-Christophe va commencer par nous faire une bonne présentation sur le contexte réglementaire, les méthodes de mesure de la contrainte hydrique, etc. Enfin, je vous laisse la parole, Jean-Christophe, c'est à vous. Ça marche, allez. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez en ligne le diaporama. Ça marche? Je vais le mettre en plein écran là. Normalement, j'y suis. C'est parfait. C'est parfait, je enlève ma caméra et je vous laisse, François, vous pouvez enlever la vôtre aussi, et je vous laisse. Allez-y, la parole est à vous. Merci. Donc, je vais aller directement sur le début de la présentation, puisqu'on est revenu un petit peu sur les différents intervenants. Donc, je me présente, Jean-Christophe Payan, je travaille à l'IFV, Institut français de la vigne et du vin, sur les thématiques liées à l'irrigation et au changement climatique. Et donc là, aujourd'hui, je vous remercie pour cette invitation. Je voulais vous faire part un petit peu des différents acquis que l'on a pu obtenir en région méditerranéenne, comme il a été signalé, sur différents points. Là, vous avez la structuration de mon intervention. On va voir un petit peu le contexte réglementaire, quelques rappels sur les principes de mesure de la contrainte hydrique.
On verra également de façon globale les effets d'irrigation au vignoble sur le rendement, la qualité. Et puis un petit peu comment on peut structurer ou les outils auxquels on peut faire appel pour mesurer la contrainte hydrique. Donc il manque une diapo ici, c'est finalement le logo des différents partenaires avec lesquels on a travaillé, sachant que ce que je vous propose, c'est un peu une synthèse concertée des principaux organismes de développement technique du pourtour méditerranéen, Chambre d'agriculture et syndicats, avec qui on a longuement travaillé à ces questions et pour lequel on vous propose donc ce compte rendu. Donc pour commencer sur le contexte réglementaire, en 2-3 diapositives pour rappeler un petit peu la réglementation en vigueur. Donc on a 2 décrets qui gèrent l'irrigation au vignoble à production de raisins de cuve et de 2006 et dont l'un d'entre eux a été complété en 2007. Et pour faire simple, on a 2 situations. Donc quelles que soient les situations en France, sauf mention contraire, pour la production de tous les vins en production de raisins de cuve, l'irrigation est autorisée jusqu'au 15 août et est interdite par la suite. Alors, vous en doutez, ce n'est pas si simple que ça de mise en œuvre, puisque pour les conditions d'appellation, un deuxième décret précise les conditions d'accès à l'irrigation. Quoi qu'il en soit, sauf restrictions complémentaires, il y a des cahiers des charges spécifiques ou des réglementations particulières. Aujourd'hui, l'irrigation est possible en France jusqu'au 15 août. Alors, qu'en est-il des situations d'appellation? C'est une règle qui est sous-jacente à la première. On a différents cas de figure, puisque, sauf mention contraire, en tout point de France, l'irrigation est autorisée jusqu'au 1er mai. Alors, l'intérêt de cette technique est de permettre éventuellement la recharge des sols en eau à la sortie d'un hiver sec. Cependant, chaque appellation peut fixer des règles plus restrictives en la matière et interdire dans les cahiers des charges l'accès à l'irrigation. Ensuite, à partir du 1er mai et jusqu'au 15 août, l'irrigation est conditionnée, c'est-à-dire que, excusez-moi, j'ai un petit problème d'affichage, j'espère que ça va. L'irrigation est conditionnée, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir accès à l'irrigation dans ces conditions-là, il faut que le cahier des charges de l'appellation autorise le recours à l'irrigation. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que l'irrigation n'est pas systématique. Elle doit être argumentée annuellement sous la base de relevés de parcelles et de conditions climatiques pour justifier les besoins en irrigation. Et dans ces circonstances-là, le rendement de la parcelle, donc les parcelles sont déclarées, et le rendement de la parcelle est au maximum le rendement de base de l'appellation. Ensuite, l'irrigation reste interdite du 15 août jusqu'à la récolte. Et vous le voyez, dans tous les cas de figure, la réglementation qui a évolué en 2017 ne fixe ni les quantités apportées en eau, ni le type de matériel. Donc voilà pour ce rappel du contexte réglementaire. Maintenant, là, je vais vous proposer d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet technique pour voir un petit peu comment on peut mesurer la contrainte hydrique et comment on arrive à créer des recommandations. Alors, de façon assez schématique, j'aimerais bien utiliser ce schéma qui représente l'évolution de la contrainte hydrique sur une vigne en cours de journée, avec une phase diurne qui induit une transpiration importante et une absorption racinaire, puis une phase nocturne finalement où en absence de transpiration, on peut simplifier les propos en disant qu'on est dans une phase de réhydratation. Et on a un appareil qui s'appelle une chambre à pression qui permet d'aller mesurer directement la parcelle, vous l'avez illustré en médaillon, qui permet de faire ces réelles mesures de contrainte hydrique. Alors, le professeur Champagnol utilisait une image que j'aime bien. En fait, la vigne se comporte comme une éponge qui est posée au sol et qui se déshydrate dans la journée sous l'effet du soleil et qui se réhydrate la nuit avec les possibilités d'humidité du sol. Et en fait, la chambre à pression permet de mesurer la force avec laquelle on arrive à extraire l'eau de cette éponge, qui est finalement la force avec laquelle la vigne arrive à extraire l'eau du sol. Et pour donner un ordre de grandeur, sans entrer vraiment dans les détails,
La vigne rentre en contrainte hydrique pour une dépression d'à peu près 3 bars et est capable d'aller chercher de l'eau jusqu'à peu près 15 bars dans le sol. Et là, toutes les plantes ne sont pas égales entre elles, hein, puisque par exemple le maïs, c'est autour de 6-7 bars, c'est-à-dire qu'il reste de l'eau dans le sol lorsque le maïs fane, que la vigne peut encore utiliser. Et puis on a des champignons qui sont plus intéressants que la vigne, le tournesol, les chênes, les oliviers, qui vont puiser encore plus loin dans le sol de l'eau. Voilà pour la petite illustration. Donc, quand on a ce type de mesures, qu'est-ce qu'on en fait? On va regarder un petit peu comment se comporte la photosynthèse. Et là, j'aborde une petite notion là, de sensibilité variétale. Et vous avez ici représenté l'évolution de la photosynthèse en fonction de ce gradient croissant sur l'axe horizontal de contrainte hydrique. Et quand on regarde un peu ce qui se passe, on s'aperçoit qu'on a un fonctionnement de type tout ou rien. C'est-à-dire que la vigne arrive à absorber de l'eau jusqu'à un certain niveau de contrainte, à partir duquel, finalement, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, on n'a pas de progressivité. Et quand on regarde un petit peu ces questions qui nous occupent intensément à l'heure actuelle au niveau de la technique, la sensibilité variétale, un exemple parmi d'autres, vous avez ici le comportement d'un autre cépage, la Syrah. On s'aperçoit que l'allure générale de la réponse de la photosynthèse est la même. On a un léger décalage des niveaux de contrainte hydrique, mais eu égard à ce que je vous citais tout à l'heure, vous avez ici l'exemple, on est à 14 bars ou 17 bars de pression. Donc, quand ces différences variétales à l'heure actuelle existent, c'est qu'on est vraiment hors des limites tolérables pour la production viticole. Donc, on a une réponse botanique, si vous voulez, mais dans tous les cas de figure, on est sur des niveaux de contrainte qui sont beaucoup trop importants pour soutenir une production économiquement rentable. Alors, lorsque l'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? On conduit des expérimentations. Et là, j'ai pris l'exemple d'une expérimentation de la Chambre du Vaucluse, où on regarde finalement en cours de journée comment évolue une situation, un témoin non irrigué. Donc, c'est ma fameuse éponge, là, vous voyez, l'évolution de la courbe, mon éponge qui se réhydrate en fin de nuit, là. Et sur ce graphique-là, on y colle nos fameux abacs, tout ou rien, ça marche ou ça marche pas. Et quand on arrive à faire ce genre de suivi, on s'aperçoit que sur cette parcelle-là, pendant 2 heures de la journée, la plante n'a plus fonctionné. Donc, on était en blocage de maturité, de photosynthèse. On arrive à quantifier les niveaux de contrainte à partir desquels on engendre des problèmes au vignoble. Et de la même façon, les autres courbes en bleu ou vert sont les modalités irriguées. On s'aperçoit qu'on est resté au-dessus de cette zone rouge, quoi. Donc, on a pu avoir un fonctionnement tout au long de la journée. Et c'est en reproduisant ce type d'expérimentation sur de nombreux sites de la région méditerranéenne que l'on a pu arriver à proposer ce genre d'abac colorimétrique qui fixe finalement ce que l'on appelle la contrainte hydrique idéale, celle qui permet à la vigne de limiter sa croissance en maintenant la photosynthèse et tout en évitant d'être dans la zone rouge. Et vous voyez, à chaque code couleur correspond une certaine typologie de vin recherchés, des vins à rendement limité en appellation ou des vins où il faut un support de production un petit peu plus important pour lesquels on souhaitera avoir moins de contraintes hydriques. Et voilà donc en quelques mots comment on a pu établir les références et en acquérir au vignoble. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu ce qu'on attend de l'irrigation, de la gestion de la contrainte hydrique sur le rendement et la qualité au vignoble. Donc, fort de ces expérimentations conduites vraiment sur une bonne dizaine d'années, je vais vous proposer sur ce graphique-là la représentativité de différents millésimes, différents sites, en termes d'effet sur le rendement vis-à-vis de la situation non irriguée. Et vous avez sur l'axe horizontal les quantités d'eau qui ont été apportées en irrigation. Donc voilà un panel de points que je vous propose de retenir pour fixer les idées sur les effets induits par l'irrigation sur le rendement. De ce tableau, on dégage plusieurs informations. La première qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de proportionnalité entre la quantité d'eau apportée et l'effet induit sur le rendement. La deuxième, c'est que finalement, on plafonne à 50% de stabilisation des rendements par rapport aux témoins non irrigués, c'est-à-dire qu'on s'est situé toujours dans des situations assez sèches. Dans ces conditions-là, quelle que soit la quantité d'eau apportée, on n'a jamais réussi à préserver plus de 50% des baisses de rendement induites par le stress hydrique.
Et la troisième information qui se dégage de ce tableau, c'est que finalement, les quantités d'eau nécessaires, intéressantes pour sauvegarder les rendements au vignoble sont relativement faibles, puisqu'elles sont comprises dans une fourchette entre 0 et 100 mm. On s'aperçoit qu'au-delà de 100 mm d'eau, on n'a pas d'effet intéressant ou positif sur le rendement, et vous avez même quelques points négatifs. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche là au-delà de 200 mm, des situations où vraiment on a induit pour l'expérimentation des situations avec des végétations exubérantes qui ont engendré beaucoup d'humidité, de microclimats fermés et qui ont engendré beaucoup de pourriture et même de la perte de rendement pour des situations d'irrigation à l'extrême. Donc de ce graphique-là, on a retenu un petit peu ces recommandations, hein, c'est qu'on a un effet systématique de maintien du poids dB. Alors j'insiste bien sur maintien du poids dB. Hein. On n'a jamais réussi à faire éclater un raisin avec de l'irrigation. C'est toujours des phénomènes secondaires, des contraintes phytosanitaires qui s'installent parce qu'on a trop de végétation, trop d'humidité, de l'oïdium ou du botrytis. Mais l'eau pris comme un seul facteur, on n'a jamais réussi à faire éclater des baies. On a maintenu la turgescence des cellules, un poids de baies important, mais c'est vraiment un maintien de poids des baies et non une hausse des rendements. On arrive à préserver, vous l'avez vu, jusqu'à 50% de la récolte, la moyenne étant autour de 30%. Et puis les recommandations que je vous citais, au-delà de 100 mm, pas d'effet positif sur le maintien des rendements. Et un autre objectif que l'on cherchait à atteindre, c'était finalement de voir si avec l'irrigation, on arrivait à stabiliser les rendements de façon interannuelle. Et c'est quelque chose que l'on n'a jamais réussi à obtenir. J'en veux pour preuve cet exemple-là, où vous avez les rendements illustrés sur la modalité irriguée en bleu et sur la modalité non irriguée en rouge. On a toujours un effet, presque toujours un effet systématique des apports d'eau sur le rendement. Par contre, vous vous apercevez que la variabilité interannuelle est plus importante que l'effet induit par l'irrigation. Et tout ça, ça cache simplement que c'est tout le reste du mode de conduite de la parcelle qui compte, la fertilisation, la taille, la pression phytosanitaire. L'irrigation n'est qu'un facteur parmi les autres pour stabiliser les rendements. Alors, en termes d'effet sur la qualité, alors on va passer assez vite dessus parce que qualité, c'est un bien grand mot. Donc, on va voir un petit peu les composés primaires, sucre, acidité, anthocyane. Ce que je vous propose de retenir comme image, c'est que lorsque l'on est en situation de contrainte hydrique, on a une avance de maturité quasi systématique avec l'irrigation. Ce qui se passe, c'est qu'on compense le facteur limitant qui est le manque d'eau, et donc on a un feuillage qui marche beaucoup mieux en situation sèche et souvent chaude, donc assez saine d'un point de vue de la végétation. Apporter de l'eau permet de maintenir un niveau de vigueur optimum, et on le voit immédiatement sur le taux de sucre, avec des taux de sucre des situations irriguées qui sont plus importants à date identique que le non irrigué. Alors ce qui se passe, c'est que si on attend un petit peu, de l'ordre de 10 à 15 jours, les modalités non irriguées parviennent à rattraper les niveaux de maturité des modalités irriguées. Alors souvent, c'est au détriment du rendement, c'est par concentration, flétrissement. Mais par contre, ça peut poser un certain nombre de problèmes en termes de gestion de date de récolte, parce qu'on a tendance à ramasser encore plus tôt pour un même degré probable. Alors, la relation avec la couleur des vins. On a souvent un effet dépréciatif. Alors, c'est essentiellement un effet dilution qui se passe sur les teneurs en anthocyane ou en polyphénol. Cependant, ce sont des résultats qui sont nuancés de deux façons. Déjà, par rapport à la prise en compte du type de vin, on aura une tolérance plus ou moins importante si on est en rouge ou en rosé, par exemple. Et puis, également et surtout par rapport aux cépages concernés. On a le cas typique du grenache sur la gauche, qui est un cépage à faible potentialité de coloration, donc on est vite dans des niveaux pénalisants. Sur la droite, sur de la Syrah, même si on induit une baisse de l'intensité colorante, on se rend compte qu'on est quand même sur des niveaux qui sont tout à fait satisfaisants pour faire des vins d'intensité colorante et de structuration très soutenue. Donc, on a une tendance à la baisse sur les composés polyphénoliques et les anthocyanes. Il faut juger l'effet au regard donc, du vin recherché du cépage, et du cépage concerné.
Alors, une autre question qui nous a occupé de nombreuses dégustations, c'est l'effet induit sur la qualité du vin au sens dégustation des profils organoleptiques. Donc, tous les essais que l'on a conduits, ou la majorité, ont été vinifiés en rouge, souvent en situation de rendement maîtrisé, type appellation. Et on a longtemps cherché à mettre en avant un effet positif ou négatif des irrigations maîtrisées, des irrigations importantes ou des témoins non irrigués. Et cet exemple-là, il parle de lui-même. C'est finalement le reflet moyen de ce que l'on constate. On a énormément de mal à mettre en avant un effet positif ou négatif de l'irrigation sur la qualité des vins obtenus. On a essayé également de spécifier un petit peu le type de vin obtenu, à savoir, on avait dans l'idée que peut-être les vins irrigués avaient des profils plus fruités, plus goulayants, les vins non irrigués plus des profils de garde, mais on n'a aucune constance dans l'appréciation des jurys qui nous permettent donc de prétendre qu'on arrive à piloter facilement le profil organoleptique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas d'effet dépréciatif marqué de l'irrigation au vignon. Je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on laissait au témoin le temps de mûrir, on a quand même tendance à préférer ces vins-là qui sont plus ronds, plus alcoolisés, plus goulayants, sans que ce soit très significatif. Mais par contre, c'est souvent au détriment, donc, comme je le disais, du rendement. C'est des effets de flétrissement et de déshydratation des vins. Donc, pour faire rapide sur ce tour d'horizon là des effets de l'irrigation sur la qualité des vins, les sucres, augmentation des concentrations. Sur l'acidité, on a également souvent une augmentation des concentrations, alors par un double effet. Déjà une teneur en acide organique plus importante du fait d'une végétation plus importante et une moindre dégradation de l'acide malique, car les raisins sont mieux protégés, notamment des échaudages, par le maintien d'un feuillage plus important. Alors ces arguments-là, ils vont dans un sens positif plutôt sur l'appréciation des vins blancs et rosés qui pourraient être issus des expérimentations ou des situations irriguées. Ce sont des cas de figure sur lesquels on a peu de recul, mais en maintenant un meilleur équilibre sucre-acide, une meilleure fraîcheur des vins, ce sont des arguments qui pourraient être tout à fait positifs et plus intéressants que ce que l'on a pu constater dans le cadre des vins rouges. Ensuite, sur la couleur, on en a parlé, je ne vais pas y revenir en détail, baisse possible à nuancer en fonction du type de vin. Et quoi qu'il en soit, les dégustations, à part les irrigations massives qui peuvent engendrer des problèmes en termes de qualité sanitaire des raisins, on n'a jamais pu mettre clairement en avant un effet positif ou dépréciatif des irrigations. Donc voilà un petit peu pour ce tour d'horizon des effets de la contrainte hydrique au vignoble et des façons de pouvoir appréhender les niveaux de contrainte hydrique. Maintenant, là, pour finir l'intervention en quelques diapositives, je voulais vous proposer un petit peu une vision de ce que l'on peut proposer en termes de recommandations des irrigations à conduire et en termes également de structuration des outils de préconisation, l'édition des bulletins conseils à l'irrigation, tel que ça peut se faire de façon majoritaire sur le pourtour méditerranéen. Donc, d'une façon générale, les idées à retenir en termes de période, durée, fréquence, et puis on le verra, quantité d'eau, des irrigations, ce sont des dates de déclenchement qui sont toujours décidées par des approches multicritères. Donc au vignoble, on fait de la surveillance climatique, on va dire, de l'évolution de la contrainte hydrique par des modèles de bilan hydrique, j'y viendrai un petit peu après, qui essayent de coller au plus à la réalité et qui s'appuient vraiment sur des analyses, des mesures ou des expertises des différents types de sols, notamment de la réserve hydrique, pour avoir un suivi dynamique de l'évolution de la contrainte au vignoble. Alors, cette information théorique, qui est une information climatique, ne se suffit pas à elle-même. Elle est complétée par des observations agronomiques, je vais y venir, et des mesures de terrain qui permettent de fidéliser donc les modélisations qui sont faites par l'intermédiaire des bilans hydriques. Donc, en fonction de ce suivi, qui est vraiment un suivi dynamique, on décide de l'opportunité ou pas, de la précocité ou pas, de proposer les dates de déclenchement des irrigations. Bien sûr, si la période est autorisée, alors confère un petit peu les types de vins produits, appellation ou hors appellation, et
en général, les irrigations, je dis a priori, n'étaient pas nécessaires dans l'arc méditerranéen avant la mi-juin. Ça, c'est une généralité que certains millésimes récents font démentir, puisqu'on a eu le cas, cette année on n'est pas passé loin, mais de quelques hivers très secs, avec des printemps secs, avec des problèmes donc de pousse printanière des vignes. Et on a eu épisodiquement, ponctuellement, au moins sur 3 millésimes, des recommandations pour apporter de l'eau vraiment post-débourrement pour recharger les sols en eau face à des situations vraiment très sèches qui n'existaient pas il y a 10 ans de cela même. Bon, a priori, donc, sur la conduite des irrigations en période de production, pour donner un ordre de grandeur, elles ne sont jamais nécessaires avant la mi-juin. Et la fin des irrigations, ben, c'est toujours les suivis des conditions climatiques et des observations agronomiques de terrain qui permettent de dire, bien sûr, en cas de survenue de pluie, on n'est jamais sur des approches systématiques, on arrête les irrigations, un temps proportionnel aux pluies qui sont tombées, et puis on a toujours la date butoir du 15 août qui interdit d'irriguer les vignes après cette période-là. Les recommandations en termes d'irrigation, c'est du goutte-à-goutte quotidien et hebdomadaire. Alors, j'entends par là des apports de faible quantité et plutôt répétés. Tous nos essais ont été conduits avec des apports quotidiens de l'ordre de 1 à 2 mm jour, qui nécessitent donc l'installation de dispositifs automatisés de programmation pour gérer l'irrigation. Maintenant, en fonction de la gestion des tours d'eau, de l'accès à l'eau, on tolère, enfin, on comprend bien qu'on puisse aller sur des apports hebdomadaires de l'ordre de 10 à 15 mm. Voilà un petit peu les ordres de grandeur que l'on propose lorsque c'est nécessaire d'irriguer. Ordre de grandeur que l'on répète tant qu'il n'y a pas de pluie. Le goutte à goutte, c'est la seule solution qui soit pertinente sur la durée pour la question des économies d'eau et de la préservation de la ressource. Et puis, c'est la seule solution cohérente également en terrain filtrant, quoi. En plus, bon, il s'est bien adapté aux quantités que l'on apporte, puisque ce sont des quantités faibles. Et aujourd'hui, les distributeurs de produits d'irrigation proposent des produits techniques tout à fait intéressants et efficaces pour gérer l'irrigation des vignes. Alors, quand on a vu un petit peu ces recommandations, quelques idées, quelques propositions là pour mieux faire le diagnostic sur ces parcelles, quelques idées. Donc, on a plusieurs outils qui existent, certains issus du maraîchage, de l'arboriculture, donc vous serez peut-être habitués à ce genre d'outils-là. C'est des outils qui permettent de suivre le niveau d'eau dans le sol. Les plus connus sont la tensiométrie ou les sondes capacitives. Donc, ce sont des outils simples qui s'installent facilement dans le sol pour c'est assez accessible, ça commence à 200-300 euros d'équipement à la parcelle et qui permet de vraiment mesurer ce qui se passe sur ses propres parcelles. Vous avez ici l'exemple de suivi que l'on peut réaliser, voilà, avec des courbes qui permettent de mesurer l'évolution de la contrainte hydrique, la pente, donc l'intensité d'apparition de la contrainte hydrique. Plus on est vers le bas du graphique, moins il y a de contraintes. Plus on est sur le haut du graphique, plus il y a de contraintes. Ce sont des outils qui sont intéressants pour faire du diagnostic sur ces parcelles. Le gros problème de ces outils-là, j'en veux pour preuve cette illustration qui représente un nuage de points autour de la gamme de contraintes hydriques qui permet de décider du déclenchement des irrigations, donc entre 0,3 et 0,45 mégapascal. On s'aperçoit qu'en ordonnée, là, on a une gamme de variation des niveaux de tensiométrie extrêmement importante. Et en fait, ça reflète le problème que l'on a en viticulture, c'est un problème d'hétérogénéité des parcelles. Il n'y a pas une parcelle qui ressemble à sa voisine en termes de profondeur de sol, en termes de profil racinaire, d'implantation des vignes, en termes d'âge des vignes, etc. Et finalement, il faudrait préciser un mode d'emploi pour chaque parcelle viticole. Si on fait, comme je l'ai illustré ici, un suivi du niveau d'eau dans le sol à 60 cm de profondeur, il y a des situations pour lesquelles c'est représentatif, il y a d'autres situations pour lesquelles ça ne l'est pas du tout. Ce qui fait qu'on a vraiment du mal à conseiller de se fier à une valeur de référence de ces outils-là, malgré le fait que c'est un outil qui est très intéressant pour acquérir ses propres références et suivre d'année en année l'évolution de la contrainte de façon assez accessible. Donc, qu'est-ce qu'on a pu proposer d'autre comme méthode pour faire son propre diagnostic de contrainte hydrique? Quelque chose qui marche assez bien, c'est la méthode des APEX.
Alors, c'est une méthode qui a été proposée par Olivier Jacquet, Béguin Rodriguez et Guillaume Trambouze, et que l'on a diffusée là, depuis quelques années, je vais y venir dessus, et qui se base sur un principe selon lequel la croissance de la vigne, c'est la première fonction à être affectée par la contrainte hydrique. Donc l'idée, ça a été de dire, si on caractérise simplement les rameaux en croissance, on devrait pouvoir définir le niveau de contrainte hydrique. Pour ce faire, il suffit de replier les 2 dernières feuilles étalées le long du rameau. Et si l'apex, la partie sommitale, dépasse les 2 dernières feuilles étalées, on dit qu'on a un apex en pleine croissance. Quand on avance en saison, l'élongation internodale est moins importante, les feuilles grandissent plus vite que le rameau s'allonge. Donc on est en phase de croissance ralentie. Et si on va encore plus loin en saison, l'apex est sec, il est tombé, on est en phase d'arrêt de croissance. Et ce genre de dispositif a été couplé à une application qui est aujourd'hui disponible, alors, qui est disponible sous Android. Normalement, l'année prochaine, elle sera disponible pour les iPhones. Elle est accessible gratuitement et permet aux viticulteurs, aux techniciens, à n'importe qui de faire son auto-diagnostic. Donc, elle s'appelle Apex Vigne, j'en fais un peu la pub, mais de toute façon, elle est gratuite. Hein. Je vous invite à la télécharger si vous souhaitez faire du suivi au vignoble. L'idée, c'est d'aller régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines. C'est très simple d'utilisation, ça prend 5 à 10 minutes par parcelle. Mais par contre, si on veut faire un suivi cohérent, il faut y aller de façon régulière. Et vous avez ici les copies d'écran de la phase de saisie des observations. Donc, vous retrouvez ces 3 catégories d'APEX. Ce sont des gros boutons. Vous cliquez dessus jusqu'à ce que vous ayez observé une 50aine d'APEX. Et une fois que vous avez fait votre observation, vous avez ces écrans de sortie-là qui vous proposent sur la gauche, le camembert, là, c'est la proportion de chaque apex que vous avez saisi. Et ce qui est peut-être plus intéressant, c'est les petits onglets qu'il y a en dessous, où vous avez une interprétation du niveau de contrainte hydrique qui va de l'absence à la contrainte modérée, contrainte forte ou la contrainte sévère en fonction des observations d'apex que vous aurez réalisées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez aussi des écrans qui sont beaucoup plus précis, qui vous permettent d'aller utiliser vos données de façon un petit peu plus experte. L'essentiel, c'est de pouvoir faire son propre diagnostic en temps réel à la parcelle. Donc, ce sont ces outils-là sur lesquels s'appuient notamment les conseillers des ODG ou des chambres d'agriculture pour proposer des bulletins de contrainte hydrique et de sensibilisation à l'irrigation. En parallèle, je vous le disais, hein, des bilans hydriques qui sont des bilans climatiques et qui permettent donc de faire la référence avec les fameux ABAC que je vous ai présentés. Et lorsque l'on connaît bien son secteur, ça permet de suivre, par exemple, l'évolution du climat sur le millésime en cours, le comparer par rapport à une référence que l'on ne veut surtout pas reproduire. Et quand on connaît bien ces secteurs, on arrive à faire des simulations pour les sols profonds et les sols superficiels, de telle façon de pouvoir différencier le diagnostic de la contrainte hydrique et les recommandations d'irriguer au vignoble. Je passe sur celle-ci, voilà, pour en arriver à cet exemple-là d'un vignoble méditerranéen. Je ne vais pas le citer, certains le reconnaîtront peut-être. Mais l'idée, voilà, on arrive à sectoriser différents terroirs. Sur chaque terroir, on arrive à définir les niveaux de contrainte hydrique. On suit par les méthodes bilancielles les niveaux de contrainte hydrique en chaque terrain. On fait des observations complémentaires au vignoble. Et il faut, et c'est toujours essentiel, de remettre l'humain au sein de ce dispositif-là, les besoins de connaissances, de relais, de conseillers ou de gérants techniques des vignobles pour arriver à définir correctement les recommandations d'irriguer sur les différentes parcelles. Et j'ai juste ma diapo de conclusion là, à vous proposer, hein, juste pour rappeler quelques éléments que j'ai abordés. Hein, c'est que finalement, la conduite du vignoble, c'est un ensemble de plusieurs facteurs. C'est la parcelle, donc des choses figées, sol, climat, topographie. C'est la vigne, le cépage, le porte-greffe, c'est l'itinéraire technique et dans le site de plantation, les pratiques culturales, la surveillance phytosanitaire du vignoble. Et l'irrigation est un de ces facteurs-là qui permet de corriger des situations climatiques problématiques, mais un des facteurs seulement. Donc, on attend souvent énormément de l'irrigation. L'irrigation permet de faire des choses, mais c'est une des techniques culturales parmi les autres du vignoble. Voilà, donc après, on aura une séance de questions-réponses. Je me tiendrai à votre disposition avec grand plaisir.
Et merci beaucoup Jean-Christophe pour cette belle entrée en matière. Je vois effectivement qu'on commence déjà à avoir quelques questions. On va se garder un peu de temps à la fin pour y répondre. Poser toutes les questions qui vous passent par la tête et voilà, on gardera 10 minutes, un quart d'heure à la fin pour que Jean-Christophe ou François y répondent. Et d'ailleurs, en parlant de François, c'est désormais lui que nous accueillons pour réactiver votre webcam. Donc François, il est responsable du service vignes et vins de la Chambre d'agriculture du Vaucluse et l'idée, c'est qu'il nous partage un peu ses expériences du quotidien. Et première question que je voulais vous poser, François, c'est du coup, quels sont vos retours terrain et quelles sont les principales questions que se posent les vignerons en matière d'irrigation? Merci Marion de ta question et puis bonjour à toutes et à tous. Les vignerons que je connais bien sont les vignerons du Vaucluse, puisque c'est le département dans lequel je travaille à la Chambre d'agriculture. Ils se posent quand même beaucoup de questions ces dernières années, parce qu'ils viennent de vivre plusieurs millésimes compliqués, notamment, tu as parlé Jean-Christophe, de 2017. 2017, pendant 4 mois, du mois de juin au mois d'octobre, je crois, j'ai repris quelques notes tout à l'heure, hein. Il pleut 24 mm, ou en 2020, sur 3 mois, il pleut 44 mm. Juin, juillet, août, septembre. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations où les vignerons se posent beaucoup de questions. Les vignerons qui voyaient l'irrigation quand même de très loin, au jour d'aujourd'hui, se disent que dans certaines zones séchantes du Vaucluse, ils voient difficilement quelle durabilité de leur vignoble ils peuvent escompter sans irrigation. Donc, les grandes questions qui se posent, c'est déjà la ressource en eau. C'est vrai que c'est un point qui les inquiète fortement parce que il y en a quand même des grandes zones qui ne sont pas à ce jour irrigables. Donc, il y a des grands projets à ce jour qui voient le jour, notamment un projet qui est cher à notre président de région, de chambre régionale, André Bernard, pour récupérer les droits d'eau qui existent dans le Rhône et de permettre d'arroser une bonne partie du sud-Rhône et du nord Vaucluse. Voilà, donc les grandes questions, c'est ma ressource en eau. Les autres questions, c'est quand est-ce que, à partir de quand irriguer, quels outils, ça on en parlera peut-être un peu plus tard, et quelles techniques de pilotage. D'accord, ok, très bien. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous mettez ou qu'est-ce que vous projetez de mettre en place au niveau de la chambre pour les aider à gérer l'irrigation, pour ceux qui le peuvent? Alors, on assiste donc les vignerons de façon individuelle, mais aussi de façon collective. Donc, on fait un appui aux ODG qui le demandent. Donc, on a deux grands crus du Vaucluse à qui on fait de l'appui à travers, comme l'a bien expliqué Jean-Christophe, des modèles de bilan hydrique qui tournent sur plusieurs sites avec l'appui du CRIAM Sud pour faire tourner ces modèles sur des sites différents dans les appellations avec des réserves hydriques différentes. Donc, pour simuler le comportement des sols et le comportement de la vigne, on vérifie tout ça au terrain avec des mesures d'APEX. Donc, ces mesures d'APEX complétées avec les bilans hydriques permettent de donner des indications aux ODG pour qu'elles puissent faire des demandes les plus appropriées au niveau de l'INAO pour pouvoir déclencher l'irrigation à un moment qui est le plus adéquat. Voilà, donc là, très clairement, les appellations Côte-du-Rhône et quelques crus ont obtenu l'irrigation depuis hier matin. En Provence ça, aussi, je crois. pardon? En Provence également, je crois, j'ai vu aussi. Oui, c'est fort probable. J'avoue que je n'ai pas eu ma collègue Marie Balu du Var, mais je pense qu'il y a peu de raisons que ce soit différent. Ça, c'est des appuis collectifs. Et après, on fait de l'appui individuel avec plutôt des suivis d'APEX et complété avec quelques observations de feuilles chues qui permettent aux vignerons, dans le contexte réglementaire, voilà, soyons très clair, hein, on est des légalistes, donc on ne va pas pousser les gens à arroser à des périodes non légales, hein, mais voilà, pour les aider à déclencher et pour les aider aussi à piloter. Donc on rencontre les gens aussi tout au long du cycle végétatif, notamment à partir de mi-juin pour les aider à piloter ce qu'a expliqué Jean-Christophe et éviter en effet des apports massifs et un peu trop irréguliers. Donc, on les incite à faire des tours d'eau. Souvent, on fait des tours d'eau, les 1-2 mm, qu'a expliqué Jean-Christophe. Voilà, c'est vrai que dans la réalité, on fait plutôt des tours d'eau parce que on a en général des blocs de 4, 5, 6 hectares qu'on arrose à la fois. Voilà, c'est les deux appuis qu'on fait en général aux vignerons. Et très clairement, comme on prévoit, il faut qu'on s'y attelle. La période Covid ne nous a pas aidés, mais il faut que je pense qu'on rentre sur de la préconisation
à plus large spectre avec des bulletins techniques tournés sur l'irrigation. Voilà. Aujourd'hui, on leur fait passer quelques bulletins techniques, mais très généraux avec des bilans hydriques. Je pense qu'il faut qu'on passe plus sur des quantités, voilà. Et ça, je pense qu'il y a une vraie demande des vignerons qui sont quand même inquiets de voir le temps et le ça, climat. vous avez commencé à plancher dessus? Vous avez des projets, des choses? On a des projets. C'est vrai qu'on devait le mettre en route l'année dernière, mais c'est vrai que voilà, on a eu quelques petits, je crois, un petit coronavirus qui est venu perturber nos activités professionnelles. Donc, mais vraiment cet hiver, il faut qu'on mette le dossier sur le tablier de travail et puis qu'on l'avance. D'accord, ok. Et vous disiez que vous étiez des légalistes, mais je voulais quand même vous demander si, selon vous, la date d'interdiction de l'irrigation au 15 août était encore pertinente ou pas du tout. Bon, très clairement, la date du 15 août, elle est très administrative et elle est absolument pas technique, hein. Jean-Christophe a montré qu'on avait fait pas mal d'essais il y a quelques années sur des irrigations tardives. Comme je vous l'expliquais, on a des années comme 2017 où il ne pleut pas quasiment de l'été, même jusqu'au mois d'octobre, hein. On se retrouve avec des très belles vendanges et des très très beaux vins. Voilà, c'est très clair, mais voilà, avoir 20-30% de raisins pour beaucoup d'exploitations, c'est ce qui leur manque au jour d'aujourd'hui, hein. Si je ne me trompe pas, il y a un plan dépérissement qui montre qu'il y a une baisse de rendement au niveau français dans la vallée du Rhône. Elle est multiple, les causes sont multiples, du dépérissement, mais l'irrigation et le changement climatique, le sec et le changement climatique voilà, sont importants. Donc très clairement, je pense qu'on attend tous avec impatience un changement de position, un changement du ministère sur le blocage, parce que c'est plutôt, voilà, c'est tout en haut, c'est pas les appellations. Je pense que la plupart des présidents de syndicats savent qu'un peu d'eau avec de la modération, ça permet de faire des vins de qualité et maintenir juste les rendements. Oui. Donc on attend, voilà, que cette date du 15 août saute pour qu'on puisse avoir des raisins un peu plus qualitatifs et surtout un peu plus quantitatifs pour faire tourner les exploitations en restant avec des niveaux qualitatifs élevés. Voilà, cette date, voilà, on espère qu'elle va disparaître assez rapidement. On croise les doigts alors. Et je voulais aussi vous parler, je sais qu'il y avait des essais sur l'irrigation enterrée. Qu'est-ce que vous savez à ce sujet? Est-ce que c'est un sujet qui avance? Alors, c'est un sujet qui avance. Jean-Christophe l'a dit, en 2017, la loi a changé. Donc, depuis 2017, on peut faire de l'irrigation enterrée dans les vignes. Donc, il commence à se mettre de l'irrigation enterrée. Alors, comme on le disait en aparté avant le webinaire, avec des résultats assez variés, parce que je pense qu'on a aussi besoin d'avancer sur le matériel. Mais on a aussi besoin d'avancer sur des résultats expérimentaux. Donc, on réfléchit très sérieusement à mettre en place des essais pour répondre à un certain nombre de questions. La première, c'est l'efficience de l'eau. Voilà, on est quand même très attendu sur l'utilisation qu'on peut faire de l'eau en viticulture. Soyons clairs, il faut qu'on prouve qu'on peut utiliser un peu d'eau avec modération pour améliorer la durabilité de nos exploitations sans mettre en péril la ressource. Et une des méthodes, c'est peut-être réfléchir sur des irrigations enterrées qui seraient plus efficientes. Mais ça, il faut pouvoir le prouver aussi. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur l'efficience de l'irrigation enterrée. Si on prouve qu'en effet, c'est plus efficient, je pense que c'est un argument fort pour pouvoir garder nos quantités d'eau qui sont destinées à la viticulture. Je pense qu'on aura de plus en plus besoin d'arguments là-dessus. Et à part l'irrigation enterrée, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres solutions qui permettraient de moins gaspiller, entre guillemets, enfin d'économiser de l'eau? Est-ce que vous avez connaissance de nouveaux matériels? Je ne sais pas. Alors c'est vrai qu'au niveau de la chambre d'agriculture, mais en collaboration IEV, on travaille pas mal de techniques assez novatrices pour économiser de l'eau. Bon, de l'agrivoltaïsme dynamique, des filets anti-grêle qui se veulent aussi anti-transpirants. Donc, il y a voilà, tout un travail qui est en cours là-dessus, avec des résultats qui commencent à être intéressants.
Il y a ces aspects-là, bon, déjà pour moins utiliser d'eau. Et après, je pense qu'on a besoin d'outils. Et là, Jean-Christophe l'a bien montré, l'outil de référence au jour d'aujourd'hui, c'est la chambre à pression. C'est une technique. Jean-Christophe est humble, donc il n'a pas dit, mais Jean-Christophe, il a quand même passé beaucoup de nuits blanches dans le vignoble. Et moi, j'en ai passé quelques-unes. À côté de lui, je suis vraiment un débutant. Et c'est quand même voilà, une technique très intéressante, mais compliquée. Donc, on a vraiment besoin d'avancer là-dessus pour trouver des techniques plus faciles et plus généralisables aussi, pour avoir plus d'outils pour mieux piloter. Voilà. Okay. Parfait. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, sinon je vois qu'on a eu quelques questions. Place aux questions, c'est ce qui est intéressant aussi. Voilà, que... Ouais. Bon, du coup, Jean-Christophe, vous pouvez rallumer votre caméra. Alors, il y a d'abord Céline Cholet qui nous a demandé comment adapter la méthode des Apex sur des cépages très vigoureux comme l'Uni-Blanc qui produit beaucoup de rameaux secondaires et pour qui les comptages sont très compliqués. Donc ça, c'est plutôt une question pour Jean-Christophe. Oui, merci. Oui, alors on a des situations très vigoureuses également, alors peut-être pas avec le même cépage. Si la question est qu'est-ce qu'on fait des rameaux secondaires, la réponse on les traite comme les rameaux primaires, quoi. Voilà. Moi, quand j'ai réalisé ces tests-là, qu'on a mis au point les méthodes, on n'a pas regardé, on n'a pas différencié du tout dans l'évolution de la saison les apex issus de rameaux primaires ou secondaires. Ma recommandation, c'est d'observer les plus poussants, quoi. Donc sur le dessus de la végétation. Et les abats que j'ai pu proposer là, en lien avec la contrainte hydrique ont été faits dans cette condition-là, sans distinction qu'il s'agisse de rameaux primaires ou secondaires, donc sur le dessus de la végétation. D'accord, ok. Ensuite, on a Martine Laurent qui nous demande, enfin qui nous dit, j'ai noté qu'il faut arroser 1 à 2 mm par jour, mais si on ne peut pas arroser tous les jours, vous avez dit qu'il faut mettre 10 à 15 mm, mais tous les combien alors? Pardon, je n'ai pas dû assez insister, c'est des apports hebdomadaires. Ce qu'on essaye de faire, là c'est pareil, c'est des ordres de grandeur qui s'appliquent en fonction vraiment des exigences des vignobles, de la gestion des tours d'eau, donc il faut avoir quand même une grande tolérance. Ce qu'on essaye de dire, c'est ne dépasser pas au maximum des apports espacés de plus de 10 jours. Parce qu'après on est contraint de faire des apports relativement importants, on prend un peu de risques si la pluie arrive de faire du gaspillage d'eau, des apports inintéressant. Donc, pour moi, il y a une logique de planification qui est soit du quotidien, si c'est possible, soit de l'hebdomadaire, parce qu'on y revient régulièrement. Mais c'est des ordres de grandeur, quoi, voilà, de 10-15 mm, sans dépasser 7 à 10 jours. D'accord. Une grosse tolérance. Il faut voir qu'on est sur des apports très, très faibles par rapport à d'autres cultures irriguées et que je n'ai pas la prétention d'avoir encore la précision supplémentaire pour aller en dessous de ces exigences-là. On n'a pas les outils nécessaires. Ça viendra. Ensuite, il y a... Pardon, François? Et peut-être pour compléter, il y a aussi un aspect cépage qui peut être très important à adapter. Par exemple, sur le marcelan, mais c'est un cas très particulier, mais c'est vrai que le marcelan est un cépage qui fait des toutes petites baies, donc on a des cépages sur lesquels il faut faire très attention. En effet, il n'y a pas à avoir des espacements, comme l'a dit Jean-Christophe, de 15 à 20 jours où on va se retrouver avec des toutes petites baies qui sera quand même très, voilà, comme l'a dit Jean-Christophe, on ne les fait pas gonfler, donc si on les a laissés rester, pas assez se développer, pas assez multiplier leurs cellules, on se retrouve avec des baies toutes petites, donc voilà, attention aux espacements. Tu as raison, François, c'est assez important d'insister là-dessus. C'est plus important de commencer tôt avec des faibles doses et les répéter que d'attendre vraiment trop tard parce qu'on ne rattrape pas les situations. Ok. Alors, ensuite, il y a Frédéric Barnier qui nous fait un semi-commentaire, une semi-question qui nous dit, Frédéric il est en Bourgogne, il nous dit le vignoble bourguignon pourrait être concerné par ces contraintes hydriques en saison importante dans un futur pas si lointain. Mais pas de ressources en eau disponible, alors comment apporter cette eau sans goutte à goutte? Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes légitimes dans des vignobles qui ne sont pas méditerranéens sur l'évolution du changement climatique et il y a des situations, même hors contexte méditerranéen, qui sont très préoccupantes, notamment par rapport à la faiblesse des réserves du sol et à l'absence de pluie qui ne vient pas compenser donc l'assèchement du sol.
Et là-dessus, François l'a un petit peu abordé, faut voir qu'avec l'irrigation, on a trouvé un certain nombre de réponses aux problèmes de la viticulture méditerranéenne, mais les superficies ne sont pas des plus connues, mais si on est à 30 000 hectares irrigables, on va dire, sur 250-300 000, c'est le bout du monde. Ces 30 000 hectares ne sont pas forcément ceux qui sont en situation les plus contraintes. Donc, la question reste entière également dans la région méditerranéenne. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas accès à l'eau, quoi? Et là, on a déclenché pas mal de mesures, d'essais, d'itinéraires techniques en termes d'alternatives à l'irrigation. François l'a cité, celle qui marche le mieux, qui est la plus prometteuse, pris individuellement, c'est les techniques d'ombrage qui limitent la demande climatique. Alors, ombrage, on pourra en parler par des panneaux solaires, par des filets, peu importe, mais c'est celle qui donne le meilleur résultat. Ça ne compense pas non plus une irrigation, mais ça va dans le bon sens. Après, ce qu'on n'a pas pu tester, qui est difficile à mesurer, c'est le cumul de différentes interventions. La somme d'actions individuelles, un peu d'ombrage, un peu de meilleur entretien du sol, un peu de meilleure gestion de l'herbe au sol, etc., etc. Mais ce que je veux dire en substance, c'est qu'il n'y a pas de miracle, quoi. Malheureusement, jusqu'à présent, c'est très inquiétant parce que sans eau, on n'arrive pas à compenser les effets du changement climatique. Donc, c'est une question qui est très préoccupante. Ok. Merci Jean-Christophe. On a Cécile Cazot également qui vous demande, Jean-Christophe, votre préconisation est d'alimenter à hauteur de 1 à 2 mm par jour, soit une vigne sous perfusion plusieurs jours. Que pensez-vous du même apport, mais en 2-3 jours? Bon, j'en pense que du bien. Pour moi, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Honnêtement, cette question-là, on l'a fait merci de la question parce que ça permet de préciser un petit peu les termes. La question de la perfusion, je rebondis sur ce terme-là. C'est passé un peu inaperçu, mais dans la présentation, j'ai dit que ces apports d'eau sont quasiment jamais nécessaires avant la mi-juin, souvent début juillet. On est dans des périodes où la croissance racinaire de la vigne est stoppée. Donc, on ne met pas la vigne sous perfusion au même titre que ce que l'on pourrait imaginer si on faisait des irrigations printanières ou du maraîchage, etc. Et quelque part, les résultats que l'on a sortis sont issus d'apports de 1 à 2 mm jour. Des fois, je me demande où ils vont, ces millimètres-là. S'ils ne sont pas évaporés avant de tomber au sol, quoi qu'il en soit, on a les effets observés que j'ai pu présenter. Mais que l'on apporte 3 mm en 3 jours ou 3 mm en 1 jour, à mon avis, on aura à peu près les mêmes résultats. Et derrière, les stratégies d'irrigation, parce que maintenant, je parle de stratégie au pluriel d'irrigation, vont dépendre de la période. Si on est sur de l'irrigation printanière, recharge hivernale des sols, les quelques cas qui se sont avérés nécessaires, qui est loin d'être une généralité, on n'est plus sur des apports là du coup massifs. L'idée, c'est de vraiment recharger ce que l'hiver n'a pas pu faire, et surtout pas du biberonnage ou de l'apport quotidien à cette période-là, parce que là, on influencerait la croissance du système racinaire dans un système vraiment sous perfusion. Donc, il faut vraiment différencier les choses. Quand on est en période de croissance racinaire, c'est-à-dire le printemps jusqu'à la mi-juin, on ne serait plus sur des apports massifs, mais c'est exceptionnel jusqu'à présent quand on a eu besoin de les faire. La plupart de ce que je présentais, c'est plus des irrigations estivales, donc des compléments de. C'est pas pour jouer sur les mots, mais on accompagne l'établissement d'une contrainte hydrique. On ne prétend pas compenser les pertes en eau, mais limiter la vitesse d'établissement de la contrainte hydrique. D'accord. Jean-Christophe, une des questions, peut-être la question derrière, c'est la peur des systèmes racinaires superficiels. Beaucoup de vignerons disent « Ah, mais avec l'irrigation, je vais avoir toutes mes racines en surface et le jour où je ne pourrai pas arroser, ma vigne, elle va mourir. » Moi, je vous dirais juste ce qu'on a vu en faisant des fosses après 10 ans d'irrigation sur Carpentras-Serre avec Olivier Jacquet, c'est que le système racinaire, comme l'a dit Jean-Christophe, il pousse au printemps et à l'automne. Et dans les périodes d'irrigation, comme on maintient juste le vignoble, on n'a pas de poussée racinaire, on n'a pas un système totalement superficiel. On ne voit pas de différence entre les systèmes, entre le témoin sec et la zone irriguée. Donc, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Voilà, si en effet, on se met à arroser les vignes au mois de mars et au mois d'avril, là, ce sera différent. Mais à ce jour, pour juste de l'établissement, enfin, de la modération de la contrainte hydrique, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ok, merci François. Et on a Alexia Père qui nous demande « Que conseillez-vous pour l'irrigation des plantiers ?» Car on entend souvent qu'il faut faire de grosses irrigations
à faible fréquence. Gros orage, 1 fois par semaine, précise-t-elle. Je me lance, François, tu complèteras. Non, je souris parce qu'on avait, il y a vraiment très peu de temps, la même discussion. Et effectivement, et ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. Souvent, quand on installe un dispositif d'irrigation, on l'installe à la plantation aussi. Alors, il faut avoir peur de l'utiliser dans des conditions de biberonnage, justement. On est plus sur des apports relativement massifs de quelques millimètres pour compenser vraiment ces orages-là. L'idéal, c'est de pouvoir s'en passer, quoi. Clairement, l'idéal, c'est de pouvoir s'en passer. Mais par contre, effectivement, on a des printemps, des étés qui sont de plus en plus secs. Il ne faut pas non plus contredire l'installation des jeunes plants. Donc, il faut de l'humidité dans le sol et de l'humidité en profondeur. Donc, l'idée, c'est de faire des apports qui soient suffisamment importants pour que l'humidité descende dans le sol et pousse le système racinaire à aller chercher cette humidité en profondeur et pas le laisser simplement sur les horizons superficiels. François, est-ce que vous voulez compléter? Oui, je suis bien d'accord avec Jean-Christophe. Après, tout dépend les cas. C'est vrai que hier, j'étais sur des zones de plantiers qui avaient vraiment beaucoup de mal à se développer. Où là, on est parti sur peut-être un peu de biberonnage parce que vraiment, le plantier est très petit et qu'on est vraiment inquiet. On a l'impression que le système racinaire ne se développe pas ou c'est pas encore bien développé. Donc là, on fait des accords peut-être un peu plus réguliers. Parce qu'on ne veut pas justement que ça descende trop en profondeur, on veut juste voilà, que ça parte. Mais une fois que ce sera parti sérieusement, voilà, il faut partir sur ce que vient de dire Jean-Christophe. C'est plutôt la règle de base, c'est des gros apports pour faire un gros bulbe en profondeur, pour que la vigne aille en profondeur chercher l'eau, descendre ce système. Ok, et ben, je vois plus de questions. Je ne sais pas si vous avez un mot de conclusion à dire tous les deux ou si on en reste là. De toute façon, l'heure a bien tourné, il est 18h, on a respecté le timing. C'est bon pour tous les deux? On a abordé beaucoup de choses. Merci surtout pour les questions qui ont permis de compléter les interventions de choses auxquelles on n'a pas pensé et qui sont extrêmement importantes pour diffuser au mieux les informations. Merci de ces questions et de votre attention. Oui, merci pour vos questions à tous et merci à vous deux. J'espère que ce webinaire a enrichi vos connaissances. Si vous avez des remarques, surtout n'hésitez pas à nous en faire part en répondant au petit questionnaire qui va apparaître à l'écran quand vous quitterez le webinaire. Sachez également que vous recevrez un replay de ce webinaire que vous pourrez partager éventuellement à vos collègues qui n'ont pas pu être des nôtres. Pour ma part, je vous souhaite un bel été et on se retrouve en septembre, le 13 septembre, il me semble, pour un dernier webinaire, pour le dernier webinaire technique avec l'IFV de l'année 2021 et ce sera sur les résidus de pesticides. Voilà, très bonne fin de journée à tous et à bientôt. Merci François, merci Jean-Christophe. Merci Marion, merci à tous.